donc notre apéro des carreaux spécial Valentin Musso, qui a deux nouveautés. Qu'à jamais j'oublie, qui est édité aux éditions du Seuil. Une deuxième nouveauté qui sort demain, Toucher le noir, qui est un recueil de nouvelles dans laquelle Valentin nous a écrit une nouvelle sur ce thème. Et puis on va reparler également d'un autre jour qui est disponible en poche aux éditions Point. Voilà, bienvenue à tous. Merci Valentin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est très sympa. Écoute, en attendant que les salons du livre puissent de nouveau avoir lieu, nous, c'est notre petit rendez-vous et ça fait du bien de se voir même derrière nos écrans. Donc, c'est chouette de t'avoir avec nous. Alors raconte-nous un petit peu. Ouais. Non, vas-y. On démarre toujours l'apéro en demandant à l'auteur comment il est arrivé à l'écriture et à son premier livre. Du coup, tu ne vas pas déroger à la règle. Raconte-nous ton parcours. Alors, je me soumets à la question. J'ai commencé à publier à 12 ans, en fait, même si j'écris depuis plus longtemps que ça. Et d'ailleurs, alors, je rangeais les tiroirs de mon bureau, là, récemment, et j'ai retrouvé, en fait, des manuscrits assez anciens qui n'ont jamais été publiés. Il y en a deux. Il y a vraiment deux romans où j'étais allé au bout et je les ai jamais envoyés d'ailleurs à des éditeurs, mais c'était marrant de retrouver comme ça des livres que j'ai écrits il y a vraiment des années. Et donc mon premier roman s'appelait La Ronde des Innocents, qui a été publié en 2010. Et là, j'en suis à mon 9e. Et l'envie d'écrire, elle est venue il y a très longtemps, évidemment adolescent, quand je suis devenu un gros lecteur. En fait, moi, je suis passé du non-lecteur au bibliophage. Tu vois, vers 13, 14 ans, j'ai vraiment commencé à lire et j'ai pas lu de littérature jeunesse du tout. Donc, j'ai directement commencé par les classiques du 19e, la littérature russe et puis après, les policiers. Mais alors, les policiers, c'était Agatha Christie surtout, que ma mère m'a fait découvrir. J'adorais Conan Doyle. Sherlock Holmes, c'était vraiment mon héros. Et c'est un peu plus tard que j'ai découvert la littérature américaine avec Stephen King et surtout Richard Matheson. Moi, s'il y avait vraiment un auteur qui m'a vraiment influencé, plus que Stephen King, c'est Richard Matheson. Alors, je sais pas si vous avez lu. C'est un auteur, il a écrit des choses très différentes, de la SF, du fantastique, un peu de policier. Et c'est un auteur qui m'a, avec Stephen King, qui m'a vraiment donné envie de m'orienter plutôt vers un genre. Alors, je sais pas vraiment si j'écris, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est du polar, du thriller, j'en sais rien, parce que quand j'écris un roman, je me dis pas je vais rentrer dans une catégorie, c'est l'histoire qui me conduit plutôt vers le genre policier thriller, mais je pense que c'est à l'adolescence que vraiment ces genres-là m'ont attiré. Et puis tu viens d'une famille, ta maman, ça faisait partie d'une des questions pour gagner ton livre, ta maman était bibliothécaire, du coup tu as baigné dans les livres. Ouais, donc elle ramenait tout le temps des livres à la maison, mais elle a mis du temps vraiment à nous convertir à la lecture. Nous, à la maison, on était enfants, on résistait pas mal. Et après, on a dévoré tout ce qu'elle amenait à la maison. Alors moi, du coup, je lisais pas mal de littérature contemporaine, en fait. Les romans qui sortaient, ma mère les ramenait à la maison. Et mon père aussi a joué un grand rôle. Alors mon père, il m'a fait découvrir des auteurs comme Simenon, par exemple. Simenon qui à la base me disait pas grand chose parce que j'avais une image un peu poussiéreuse là du personnage de Maigret et il m'a fait découvrir Simenon qui a été un auteur très important aussi. Ok. Et alors ce qui est étonnant avec tes bouquins, c'est que tu es classé au roman policier, enfin tu es classé au rayon roman policier, mais sur beaucoup de tes romans, c'est quand même marqué roman. Alors faut que tu nous expliques du coup, tu te positionnes comment avec ça? Alors, je me positionne suivant les romans. Voilà, c'est-à-dire que comme je sais pas vraiment à l'avance que le livre va donner, dans quel genre il va rentrer, une fois que je l'ai terminé, j'en discute avec mon éditeur. Et là, par exemple, sur le dernier, c'est vraiment moi qui ai insisté pour qu'on n'écrive pas thriller, parce que je sais que parfois il y a des lecteurs qui sont déçus. Ils sont vraiment accros au thriller, le page turner, avec vraiment énormément de rebondissements, de chapitres très noirs. Et je trouvais que ce roman-là était un peu à la frontière des genres. Et quand on a un livre qui est ni vraiment un polar ni vraiment un thriller, on choisit comme ça un peu la facilité, mais d'écrire roman. Après, c'est sûr que comme j'ai commencé vraiment dans le genre policier, en général dans mes librairies, je me retrouve dans le rayon polar, sauf bientôt sur ton rayon littérature, Caro. Voilà, exception qui va confirmer la règle. En même temps, celui d'avant était pour le coup un vrai thriller. Ouais, complètement. Je pense que c'est le plus, c'est le roman qui était le plus page turner, quoi. Ça se passe aux États-Unis. Noir, il y a beaucoup de rebondissements. C'est un livre assez court, assez percutant dans le style.
Alors qu'en général, je prends plutôt mon temps pour installer les atmosphères, les personnages, mais pour ceux qui ont lu le livre, c'était un peu compliqué. Alors, certains lecteurs étaient un peu déroutés parce qu'il n'y a aucune indication de lieu, il n'y a pas d'indication d'époque, on ne sait pas vraiment dans quelle ville ça se passe, et tout ça étant évidemment expliqué à la fin par la chute du roman. Donc, ça, c'était du thriller pur jus, effectivement, un autre jour. Et alors, tu disais tout à l'heure que tu avais 2 manuscrits qui étaient dans les tiroirs. Qu'est-ce qui fait que La Ronde des Innocents, c'est ton premier qui a été publié? Les deux, je pense que les 2 autres étaient pas aboutis. Alors, il y en a un des 2, je me suis rendu compte que j'avais réutilisé des passages et des personnages dans un roman qui s'appelle Sans faille. Parce que je feuilletais ce manuscrit, je voyais les personnages Romuald, Théo, donc j'avais repris quand même des passages. Et puis j'ai commencé vraiment avec La Ronde des Innocents à travailler vraiment sérieusement au livre, à la structure, parce que c'est compliqué d'écrire un roman déjà à la base. Un roman policier, c'est encore une contrainte de genre avec énormément de gens qui sont passés avant vous. Et c'était celui qui me semblait le plus abouti et surtout qui développait une thématique un peu originale parce que c'était un livre qui portait sur les surdoués. Alors que les 2 autres étaient c'était des intrigues vraiment très très classiques avec encore une influence un peu adolescente. Et je jugeais pas forcément utile de tenter la publication avec ces romans-là. Et finalement, qu'est-ce que tu vas en faire de ces 2 manuscrits? Tu vas les proposer rien du tout. dans ton tiroir? Pas du tout. Je les garde pour moi. Jalousement. Non, je les propose pas. Puis en plus, j'aime pas du tout alors, je sais que certains auteurs font ça, mais parce qu'ils sont certainement très contents des livres qu'ils ressortent, hein. Mais c'est pas du tout un désir, quoi. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai envie d'écrire des nouvelles histoires, j'ai envie de me plonger dans des univers que je connais pas. Et j'avoue que ressortir comme ça un vieux roman pour essayer de le réécrire, c'est pas forcément très très passionnant, en fait. Ok. Donc, on n'aura pas de nouvelles de ces 2 romans-là. Ah non. On va parler du dernier, Qu'à jamais j'oublie, qui vient de paraître au Seuil. Est-ce que tu peux nous pitcher ton roman, s'il te plaît? Alors, le pitch, c'est le narrateur, le personnage principal s'appelle Théo. Il y a encore Théo. C'est le deuxième Théo, hein. Ouais. Il faut s'arrêter, hein. Et il a une quarantaine d'années. Il va en fait être amené à enquêter sur le passé de sa mère, qui est une femme dont il ne sait presque rien. Et cette enquête démarre au moment où Nina, sa mère, va tenter d'assassiner un homme dans un hôtel du sud de la France. Donc ça, c'est le prologue. On voit cette femme qui quitte la piscine de l'hôtel, qui suit un homme, un inconnu, jusqu'à son bungalow, et qui va le poignarder à plusieurs reprises pour tenter de le tuer. Alors que cette femme n'a jamais fait parler d'elle, qu'elle était plutôt calme, plutôt renfermée. Et son fils va donc plonger dans le passé de sa famille. Il va être aidé notamment par sa tante. Et son enquête va le mener d'abord dans le sud de la France, à Antibes, là où je suis né, et ensuite va le conduire en Suisse, où la plus grosse partie du roman se passe, et notamment un certain nombre de flashbacks qui vont expliquer le passé de cette femme et expliquer pourquoi elle est passée à l'acte, à l'âge de 60 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour basculer dans la folie et dans le meurtre. Et alors, comment t'es venue cette idée de roman? Parce que alors, l'idée, ouais. Quand est-ce que tu l'as écrit? Alors, il est très particulier ce livre parce que j'ai commencé donc à l'écrire il y a 5 ans. J'avais écrit le prologue et le premier chapitre après avoir lu dans un hebdomadaire un article sur les internements administratifs en Suisse, qui était un sujet, alors qui peut paraître un sujet comme ça un peu obscur, que je connaissais pas du tout. Et j'ai très très vite su que je voulais écrire un livre dessus. Je l'ai commencé, puis je l'ai abandonné parce qu'en fait à l'époque j'avais pas trouvé de documentation suffisante et que pour avoir déjà écrit des livres avec comme ça une toile de fond historique, je savais qu'il fallait d'abord évidemment passer par un gros travail de documentation, des archives à ingérer pour essayer de donner de la crédibilité, de l'épaisseur au livre. Et donc ça, c'était un passage obligé. J'avais laissé tomber le livre pour écrire Dernier été pour Lisa, qui était dont l'intrigue était déjà plus aboutie et qui me semblait plus facile à l'époque à écrire. Et j'ai retrouvé le prologue et le premier chapitre l'an dernier dans mon ordinateur, vers la période du confinement. Alors en fait, j'ai un dossier projet. Et dans ce dossier projet, je mets des idées que j'ai, des débuts de livres, etc. Et là, je me suis dit, j'ai relu le prologue en fait comme un simple lecteur, et je me suis dit, moi-même, j'avais envie de connaître la suite, parce que quand on a écrit un texte comme ça il y a 4-5 ans, on reconnaît même pas vraiment son style, et on pourrait croire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Et donc, là, je me suis replongé dans la documentation. J'ai eu la chance d'en trouver, parce qu'entre-temps, il y avait eu une commission d'enquête qui avait été nommée en Suisse et qui avait publié énormément d'archives.
Et finalement, ce livre, je l'ai écrit très très rapidement. Je crois que c'est le livre que j'ai écrit le plus rapidement parce qu'il était quelque part dans ma tête, dans un coin de ma tête depuis des années. Même si j'y pensais pas, je pense qu'il y a eu un travail intérieur qui s'est fait, un travail de fond. Et l'essentiel du livre, j'ai dû l'écrire en 3-4 semaines en fait. Ah ouais. L'été dernier, ouais. J'avais commencé vraiment à m'y mettre pendant le confinement et puis pendant l'été, en 3-4 semaines, j'ai écrit les 3/4 du livre. Ce qui arrive pas pour tous les romans, je dois bien l'avouer. Bon, en même temps, si tu l'avais dans la tête depuis 5 ans, peut-être que c'est sorti. Ouais, je l'avais en tête, mais j'y pensais pas. J'avais pas réfléchi ni à la structure ni aux idées, mais j'avais vraiment cette image de cette femme qui poignarde un inconnu. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, alors quand j'ai commencé à faire lire le livre autour de moi, certains m'ont dit mais ça ressemble vachement à la série The Sinner, je sais pas si vous connaissez, qui est passée sur Netflix, où une femme poignarde un homme en fait au début de la série. Et moi, je l'avais pas vu cette série parce que j'avais écrit ça il y a des années. Et donc, ça m'avait un peu embêté. J'ai presque hésité à changer le prologue parce que je trouvais que c'était très très proche les deux scènes. Mais comme c'était vraiment la scène fondamentale sur laquelle j'avais tout bâti, j'ai laissé le prologue tel quel. Oui, parce que la scène d'ouverture, elle est vachement importante. C'est ça qui donne envie de continuer le bouquin, en fait. Mais j'allais dire, il faut qu'on lise le premier extrait. Ouais, Caro. Tout à fait. Avec plaisir. Donc, du coup, c'est Valentin qui va nous lire les extraits. Alors, on va les mettre en visuel et comme ça, tu peux les lire directement dessus si tu veux. Donc, premier extrait, on est au tout début du livre. Vous me reconnaissez? Que voulez-vous? Demande-t-il en retour, d'un air soudain agacé. Qui êtes-vous? Je m'appelle Nina. L'homme ne réagit toujours pas. Qu'avait-elle imaginé? Que la simple évocation de son nom ferait naître chez lui de la panique? Que le voile se lèverait? Il n'a pas encore vu l'objet qu'elle tient dans sa main. Pourtant, elle ne le dissimule pas vraiment. Elle tient le couteau parallèlement à sa cuisse droite, collé contre son paréo encore humide. Dans un placard de la cuisine de sa chambre, elle a choisi le plus gros et le plus tranchant. « Sainte Marie, dit-elle après un silence, vous vous souvenez ?» Mais ces questions n'attendent plus de réponse. Il est trop tard. Au moment où l'homme recule de 2 pas, l'air déstabilisé, elle s'avance dans l'embrasure de la porte. Le souffle frais de la climatisation lui balaie le visage. Elle a l'impression de sauter par-dessus un gouffre, d'annihiler le temps. 40 années. En 1 seconde, la distance est couverte. Elle regarde l'homme sans vraiment le voir. Elle serait incapable de dire s'il a peur. Sans doute a-t-il vu le couteau à présent, car sa bouche s'ouvre en grand comme s'il voulait crier. Aucun son pourtant ne franchit la barrière de ses lèvres. Le dernier acte est joué. Tandis que quelques cris d'enfants continuent de lui parvenir au loin, en provenance de la piscine, elle referme la porte derrière elle, lève son couteau et lui assène le premier coup, qui l'atteint à la gorge. Une gerbe de sang en jaillit, maculant sa main. Elle ne voit plus que les yeux exorbités de l'homme, ses traits déformés par la panique, le sang. Elle lève le couteau pour lui porter un nouveau coup, puis un autre encore. Pour elle, une seule chose est certaine désormais, elle ne sortira pas de cette chambre tant qu'elle n'aura pas tué cet homme. Moi, je dis, t'as bien fait de ne pas changer le début. Tu vois. Alors, du coup... Ça dépend dans quel rayon tu veux te situer. Du coup, après, on va découvrir son fils, donc Théo, la quarantaine, qui finalement a plein de trous dans son passé. Et il va se servir de cet événement, puisque finalement, il va découvrir que sa mère est capable d'un tel acte pour essayer de découvrir le passé de sa maman. Oui, Théo, je pense qu'il est représentatif de ces gens qui perçoivent comme ça, de manière un peu inconsciente, qu'il y a des secrets dans leur famille. Et il se rend compte, en fait, il a 40 ans, il ne s'est jamais posé aucune question sur sa famille. On lui a raconté un peu des histoires à dormir debout sur sa mère qui serait devenue orpheline à l'âge de 13 ans, des grands-parents morts dans un accident de la route. Donc des choses un peu clichés auxquelles il ne croit pas vraiment, mais il est dans le déni. Il sent qu'il faut pas trop chercher. Il va mettre en fait des années à comprendre que voilà, il doit partir en quête de quelque chose. Et alors ce personnage, c'est le narrateur, il a à peu près mon âge. Et finalement, ce qui est bizarre, c'est que les passages que j'ai eu le plus de facilité à écrire sont pas les passages dans le présent avec le narrateur, mais plutôt les flashbacks qui portent sur la mère de Nina dans les années 60 quand elle a 17 ans. Et ça, je m'aperçois depuis quelques romans que voilà, je prends plus plaisir en fait à me projeter des personnages qui sont très éloignés de moi. Alors là, par le sexe, par l'âge et par même le lieu et l'époque,
que finalement de ces personnages de narrateurs qui sont qui sont plus proches de moi a priori. Alors, t'aimes bien, c'est une thématique que tu abordes souvent, la thématique familiale? Oui, c'est une thématique que j'aime bien et j'aime bien la traiter en fait de manière différente à chaque fois. C'est-à-dire que mes romans ont toujours les mêmes thématiques, mais comme ça se voit pas trop parce que j'utilise des lieux différents, des époques différentes, des classes sociales différentes, des atmosphères différentes, ce qui fait que on voit pas forcément les sujets émergent au fur et à mesure de la lecture et sont pas forcément flagrants dès la première page. Et je pense qu'il y a aussi, paradoxalement, l'influence de ma formation de lettres classiques, en fait. Parce que très, très souvent, les romans policiers sont construits à partir de structures et de mythes antiques. Alors, le plus connu, c'est le mythe d'Oedipe, qui est peut-être la première histoire policière, en fait, de la littérature. Hein. Ça a 2500 ans, et pourtant, c'est un homme qui va enquêter sur sa famille, qui va enquêter sur lui-même sans le savoir, pour découvrir qui a tué son père. Et donc ça, voilà, ce sont de vieilles structures fondatrices mythologiques que j'ai très souvent en tête en écrivant mes romans. Donc il y a très souvent une dimension oedipienne en fait dans ces livres. Et rappelle-nous ce que tu enseignes comme matière. Français, latin, grec. Donc je baigne un peu dans tout ça. Tu continues à enseigner? Enfin, alors là, non, je suis à temps partiel cette année et l'an prochain, j'arrête là. Je suis en disponibilité pour me consacrer au livre parce que ça prend énormément de temps. Comment tu t'organises justement, du coup? Jusqu'à présent, comment tu t'organisais alors? Jusqu'à présent, j'écris quand j'ai le temps, c'est-à-dire un peu n'importe quand, pas n'importe où parce que j'aime bien écrire chez moi ou dans un lieu que je connais, qui m'est familier, mais j'écris quand j'ai le temps. Alors souvent, j'écris sur des laps de temps assez réduits, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les livres, je les porte en moi assez longtemps. Et du coup, par exemple, l'été, j'arrive quand même à avancer énormément dans mes romans. Donc, c'est pas qu'une question de temps. J'ai jamais mis vraiment un an pour écrire un livre. C'est souvent des périodes intenses d'écriture et puis d'autres où j'écris pas, mais où je réfléchis un peu à des idées. Donc là, ça veut dire que tu as déjà une idée pour le prochain ou pas? Ah non, mais j'ai plus qu'une idée là. Ouais. Commencé, donc je suis déjà bien avancé. Et ça sera un livre. Non, c'est très très différent de Qu'à jamais j'oublie. Parce que alors le problème avec les thématiques des secrets de famille, c'est que il faut. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie un peu d'alterner les thématiques et les romans, les atmosphères. Donc voilà, j'avais écrit Un autre jour qui était vraiment du thriller brut. Là, je suis revenu au secret de famille. Le prochain, ça sera un peu un mélange de tout, mais avec une structure un peu surprenante, assez compliquée à faire, parce qu'il y a deux histoires qui sont menées en parallèle, mais pas du tout comme on a l'habitude souvent dans deux polars, ou dans certains polars où on voit deux histoires qui finissent par se rejoindre. Là, c'est un peu plus compliqué que ça, et donc ça me prend pas mal de temps. Mais oui, j'ai bien avancé déjà. Après, tu te renouvelles à chaque roman. On change vraiment d'univers, on change d'époque, de lieu. Je me souviens de La femme à droite sur la photo. Là, tu partais carrément dans le Hollywood des années 40. Tu m'avais fait peur comme tu me l'avais pitché. J'avais dit, oh là là, ouais, y aller. Et en fait, je m'en souviens très bien quand je te l'ai pitché. T'étais pas emballé du tout. Tiré une de ces têtes quand je t'ai raconté, quand je t'ai fait le résumé. Ouais. Je me souviens aussi. Mais du coup, tu vois, tu m'avais embarqué aussi sur une thématique qui m'intéressait pas plus que ça. Et tu arrives à chaque fois à embarquer ton lecteur ailleurs, en fait, là où on t'attend pas forcément. Ben merci. Oui, l'idée, c'est, moi, j'ai toujours en tête de me dire, pas ennuyer le lecteur. Voilà, j'ai pas envie de ressortir le même roman à chaque fois avec juste, voilà, quelques petites différences, avec toujours la même structure. Et puis, je pense que, enfin, moi, en tant qu'écrivain, ça me motive énormément d'avoir un défi comme ça, de me dire, je vais essayer de faire quelque chose que je n'ai pas déjà fait, et je vais surtout essayer d'explorer un univers qu'à la base, je ne connais pas. Donc, alors, La femme à droite sur la photo, je connaissais quand même très bien le cinéma hollywoodien des années 40-50. C'est vraiment une thématique que je connaissais. Qu'à jamais j'oublie le sujet. Il y a quelques années, je n'en avais jamais entendu parler.
Quand j'avais écrit les cendres froides qui portaient sur les maternités nazies, les Lebensborn, je n'en avais jamais entendu parler avant vraiment de tomber là aussi sur un article complètement par hasard. Donc le défi, c'est moi-même d'apprendre des choses en écrivant et d'essayer un peu quand même le minimum syndical, c'est de surprendre le lecteur et pas lui refourguer toujours le même livre. Alors après, je mets complètement à part les auteurs qui font des séries avec un personnage récurrent, parce que ça, c'est complètement différent. Il y a vraiment des auteurs brillants dans ce genre-là. On parlait de T.S. tout à l'heure. Ça fait des années qu'il reprend les mêmes personnages, il le fait super bien et les livres sont remarquables. Mais moi, comme mes romans ne mettent jamais en scène de flics, de policiers, c'est très très compliqué évidemment de reprendre un personnage récurrent et de dire je vais faire une série dessus. Et alors tes idées de romans, parce que tu dis donc que tu as une idée, après que tu la creuses, tu la cherches en t'inspirant de l'actualité, en lisant des journaux, enfin, tu vas à la pêche à l'information ou ça te vient tout seul? Alors non, je vais pas à la pêche, hein. Franchement, okay. Ça vient tout seul. Après, ça vient de manière les idées surgissent, on sait pas trop comment. Il y a 2 romans que j'ai vraiment écrits, donc Les Cendres froides et le dernier qu'à jamais j'oublie, que j'ai écrit à partir d'un article de journal. Donc j'ai découvert quelque chose de réel en fait, d'un fait de fait divers, pas forcément, mais de quelque chose qui est acté dans le temps, qui est un fait historique. Ouais, fait historique, donc je connaissais pas. Parfois il y a des livres un peu autobiographiques. Tout à l'heure je parlais de Sans faille. Bon, mais il y a toute la jeunesse des protagonistes qui se passent au lycée, dans une classe prépa, dans un internat. C'est un univers que j'ai connu. Je m'en souviens assez bien. Donc là, j'ai utilisé des éléments autobiographiques, la montagne, les Pyrénées, que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années. Très bon thriller psychologique, Sans faille. Ah, merci, ouais. Et parfois, alors, il m'est arrivé aussi vraiment de partir d'un lieu, une vraie famille, qui était un huis clos qui se passait donc dans une maison en Bretagne. Là, c'est la première fois où je n'avais aucun personnage à la base. J'avais juste la maison. C'est une vieille longère dans la campagne près de Quimperlé, dans laquelle j'avais passé 2 mois. Et je sortais de l'écriture de Sans faille. Et en fait, comme je sortais d'un cadre montagnard, je me suis dit, je vais essayer de prendre vraiment l'opposé, c'est-à-dire une maison, un lieu complètement clos, a priori assez sympathique, assez idyllique, et ensuite de créer à l'intérieur une espèce de cauchemar. Mais là, je n'avais que le lieu et j'avais aucun personnage au départ. C'est les personnages qui sont venus après. Il est très étonnant, Une vraie famille d'ailleurs. Hein. C'est ton premier roman où tu bascules vraiment dans le crash en fait. Ouais. Tu as repris ça après dans Un autre jour, mais Une vraie famille, il y a vraiment 2 parties dans ton bouquin. Il y a la partie roman et puis la partie où tu bascules dans le thriller psychologique, et on s'y attend pas du tout d'ailleurs. Il y a un tiers du roman qui est vraiment un roman, et après c'est du niaiserie un peu, la Stephen King, mais on bascule. Comment tu dis ? Une niaiserie ? Miserie. Ah, j'ai compris une niaiserie. Qu'est-ce qu'il raconte ? Une niaiserie, allons donc. Je comprenais pas. Ok, à la misery, on est d'accord. Ouais. Avec des allusions d'ailleurs à Stephen King, etc. Ouais. Et alors, et c'est un roman là, je suis en train un peu de retravailler dessus parce qu'il est en train d'être adapté en fait. Ah ouais ? Ouais. Adapté la télé ? Cinéma. Et donc là, le scénariste m'a envoyé une 3e version. Il travaille sur la 4e version. Et alors il y a toujours beaucoup de versions avant de faire un film. Ouais. Et du coup, alors ce qui est intéressant sur ce processus-là, c'est qu'au départ, c'est très très fidèle au roman. Vraiment, on retrouve tous les chapitres, et puis plus les versions avancent, et plus on s'éloigne du livre. Alors il y a l'atmosphère, il y a l'esprit du livre qui est conservé, mais ils ont changé un petit peu la fin, ils ont trouvé de nouveaux rebondissements, et c'est très amusant de voir comment quelqu'un d'extérieur va s'approprier votre histoire et en faire finalement autre chose. Et c'est ce que j'attendais un peu, parce que j'avais pas envie d'un film illustratif. Et donc, je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Mais est-ce que tu travailles dessus ou est-ce que tu es juste consulté ? Non, je suis consulté, mais je suis bien consulté, parce qu'il arrive parfois qu'on cède les droits d'un livre et puis qu'ensuite on n'en entend plus parler pendant des années. Non, là, il m'envoie vraiment toutes les versions, donc je donne mon avis et puis on en discute beaucoup. Mais donc, tu fais pas partie, t'as pas réécrit le script avec, d'accord. Non, je voulais vraiment pas participer directement à l'écriture du scénario. D'abord parce que ça prend beaucoup de temps, que c'est un autre métier que moi je connais pas, que j'ai jamais fait, et que j'avais envie qu'il y ait un regard neuf qui est apporté sur cette histoire, parce que c'est toujours la même histoire. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Replonger dans une histoire qu'on a écrite il y a des années, c'est pas forcément super motivant. Donc c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça.
Ok. Est-ce que tu sais déjà s'ils garderont le titre ou s'ils en mettront un nouveau? Non, a priori, le titre, il le conserve. Ok. Il aime bien, donc il le garde. Ok. Cool. Bon, écoute, on a Et hâte, c'est pour alors. quand tout ça? On a une idée ou pas du tout? C'est pour quand là? Ça devrait être pour cette année. L'an dernier, tout a été un peu compliqué, Ouais. mais là, cette année, ça devrait vraiment bien avancer. Et alors, Ryan Gosling dans le rôle titre ou pas? Ah, mais qui c'est qui t'a dit? Ah, T'es au courant de... c'est parfait, alors. Écoute. C'est Caro, la scénariste. Ah, non, il fallait pas le dire. Oh. Non, mais c'est super excitant, du coup, comme projet. Ouais, c'est très sympa. Mais oui, il dit ça tout calmement et tout. Bah alors que oui. moi, je trouve ça. Mais non, mais je dis ça vraiment calmement parce que ça dure depuis 3 ans, quoi. Ah, d'accord. Donc Ok. c'est long, c'est très long le cinéma. Bon, déjà, c'est un projet qui n'a pas été avorté, alors qu'effectivement, Non. avec la crise qu'on a connue, il y a beaucoup de projets, je pense, qui sont tombés à l'eau. Donc, c'est bien. Si ça poursuit, ça veut dire que ça va dans le bon sens. Ouais, absolument. Bon, on veut être invité à l'avant-première. Et bien sûr. Toutes les personnes ici présentes. Bon, je vais prendre les noms, hein, alors. Rendez-vous. Alors, on avait un deuxième extrait qu'à jamais j'oublie. Est-ce que, du coup, on le lirait C'est pas? Théo, cette fois. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu veux nous dire un petit peu où on en est dans le bouquin? Alors, on en est a priori au moment où Théo commence vraiment ses recherches. Attends, j'essaie de me remémorer le passage. Oui, alors Théo donc a été averti que sa mère a tenté de tuer un homme. Il va partir de Paris et il va aller à Avignon où sa mère en fait a été conduite à l'hôpital parce qu'elle n'a pas été en fait interrogée dans les locaux de la police, mais elle a été conduite à l'hôpital. La même image revient en boucle dans ma tête. Ma mère brandissant un couteau et se ruant sur un homme sans âge, dont les traits restent pour moi désespérément flous. Je la vois un instant plus tard, les mains et le visage recouverts de sang, hagarde. La scène semble sortie d'un cauchemar. Peut-être vais-je finir par me réveiller avant la fin de la nuit. Les heures passent. Au bout de 400 km, entre Mâcon et Lyon, je m'arrête sur une aire d'autoroute pour faire une pause et prendre de l'essence. Dans la boutique devant les pompes, il n'y a plus de monde que je ne l'aurais imaginé. Où vont tous ces gens à pareille heure? Je n'imagine pas qu'une seule de ces personnes puisse être sur cette aire par pur plaisir. J'achète un café long au distributeur et le bois en fumant 2 cigarettes d'affilée, appuyé contre le capot de ma voiture. J'entends le flux continu des véhicules qui passent un peu plus loin. J'ai dépassé depuis longtemps le stade de la fatigue. Le reste de la route est plus difficile. J'ai mal au cervical et au dos, si bien que je dois faire des pauses fréquentes. J'avale café sur café. J'allume fréquemment la radio, passant d'une chaîne d'infos à l'autre, persuadé qu'on va parler de ma mère et de la tentative d'assassinat. Affrontement à Beyrouth, suite de l'affaire Kerviel, défaite annoncée de Hillary Clinton pour les primaires démocrates. Nulle part, bien sûr, il n'en est encore question. Alors l'histoire se passe en 2008. Hein, c'est pour ça qu'il y a cette actualité qui en est plus vraiment une. Donc j'ai dû un peu décaler. C'était trop compliqué de partir sur une histoire qui se passe en 2020 parce que les événements en flashback sont déjà assez anciens et j'avais besoin de situer l'action au début des années 2000. Et c'est toujours, alors je pense, ça me fait penser au livre de Franck Thiès d'ailleurs, c'est toujours amusant de ne pas prendre son présent à soi, mais de prendre pour point de départ une action qui démarre il y a 10 ou 15 ans, parce que du coup, c'est pas tout à fait la même époque, voilà, c'est même au niveau d'Internet, au niveau des portables. Là, Théo, dans mon livre, il galère un peu à trouver des informations sur Internet parce qu'il y a vraiment pas grand-chose. Et donc, c'est pas le moyen privilégié pour trouver l'information à l'époque. Et puis, j'ai envie de te dire, pardon, dans la période qu'on a vécue cette année, repartir 10-15 ans en arrière, ça nous allait bien aussi. Ouais, mais complètement. Ouais, moi aussi, il y a un vrai plaisir pour le lecteur. Non, mais c'est vrai, cette scène là où tu prends la route en plein milieu de la nuit, tu t'arrêtes sur une aire d'autoroute et tout. Je veux dire, moi, je l'ai lu il y a 2 mois. Il y a 2 mois, on était en plein confinement. On avait le couvre-feu. On pouvait évidemment pas être dans cette situation. Et tu te dis que c'est juste la vie normale. Donc, ça fait du bien aussi de lire des histoires dans la vie normale. Ou alors, on peut le lire comme un roman de science-fiction. Genre, incroyable, il roule de nuit. C'est une uchronie, en fait, ce livre. Tu vas passer au rayon science-fiction, Valentin. C'est moi qui te dis. Ouais, c'est le pan au nez. Du coup, l'heure avance. Il va falloir qu'on parle aussi d'un autre jour. Qui est absolument. Ton roman vraiment à part, je dirais, dont tu as
dans ta bibliographie. Est-ce que tu peux nous parler de ce roman, ce thriller un peu ovni? Moi, il m'a fait beaucoup penser à un épisode de Black Mirror. Mais de quoi ça parle déjà? Ah ah! Vas-y, Valentin, je te laisse pitcher. Alors, je vais lire la quatrième de couverture. Depuis Adam Chapman. Alors, c'est l'histoire, c'est très difficile à pitcher en fait parce que le roman, et j'ai vraiment voulu faire ça, part sur quelque chose de très très cliché pour ceux qui l'ont lu, c'est-à-dire un homme donc qui est architecte, qui a 41 ans, et un matin il reçoit un coup de fil, on lui annonce que sa femme est morte, qu'elle a été assassinée donc près d'un bois alors qu'elle passait un week-end chez ses parents, et avec sans doute tuée par un tueur en série. Donc en fait il y a toute une première partie du livre qui reprend vraiment tous les codes du thriller traditionnel, avec voilà le tueur en série, la victime, et puis le mari dont on pense qu'il va mener de son côté une enquête en parallèle de la police. Et en fait, évidemment, les choses vont pas se passer comme ça. Et à la fin de la première partie, il y a un premier rebondissement, il y a un premier basculement qui fait que le livre passe du thriller vers quelque chose qui au départ est pas très identifiable, qui est quelque chose d'un peu déstabilisant dans un policier traditionnel. Et à chaque fin de partie, donc le livre est composé de 5 parties. J'avais un peu imaginé comme voilà une tragédie grecque en 5 actes. Et à la fin de chaque partie, il y a un twist qui remet en cause tout ce qu'on vient de dire avant. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué d'aller loin dans le résumé, parce que sinon je défends complètement l'un des gros rebondissements du livre. Et chaque non mais justement. Partie, il faut pas. Une citation, du coup, d'auteurs que tu aimes, j'imagine. Oui, complètement. Et ça, je le fais souvent. Mais alors, les citations, il arrive très souvent que ce soit pas simplement une citation illustrative que je mets après coup. En général, j'écris la partie à partir de la citation, justement. Donc, il y a vraiment eu des livres où j'avais la citation en tête et la citation me remémorant le livre dont elle est extraite a sans doute influencé l'intrigue et le style. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je mets après coup, les citations. Alors, il est très étonnant, un autre jour, comment tu l'as construit, comment t'es venue l'idée. Effectivement, on peut pas en dire grand-chose parce que vous comprendrez quand vous le lirez. Mais du coup, oui, je répète que le rayon science-fiction te tend les bras. Et est-ce que tu les as écrits dans l'ordre, les 5 parties, ou est-ce que non, finalement? Ouais. Alors, j'écris tout le temps mes livres dans l'ordre. C'est-à-dire que pour prendre le dernier où il y a beaucoup de flashbacks, j'écris pas les flashbacks et après je les dissémine dans le livre. J'écris en fait dans l'ordre de lecture chapitre après chapitre. Et ça, c'est très important parce que ça permet intuitivement, voilà, de savoir quand est-ce qu'on va intégrer une analepse dans le récit. On le sent assez vite. Moi, dans le dernier roman, voilà, il y a un moment, je sentais le besoin je savais qu'il fallait qu'on rencontre le personnage de Nina, la mère. Je savais qu'on avait besoin de basculer dans les années 60 pour essayer d'incarner un peu cette époque. Et donc, ça, je le fais de manière assez intuitive. Donc, pour un autre jour, pareil, je l'ai vraiment écrit dans l'ordre. Alors, un autre jour, j'avais vraiment la structure très précise dans la tête. Je suis pas du tout parti à l'aveuglette dans l'écriture. Alors, parfois, bon, j'ai une vague structure, les grands rebondissements. Pour un autre jour, j'avais quand même une idée très, très précise de ce que je voulais faire. Et alors, pourquoi Ton de noir? Parce que du coup, pour le coup, celui-là est très, très... Ouais. J'ai eu l'idée de ce roman quand j'écrivais Dernier été pour Lisa. Alors, Dernier été pour Lisa, ça se passait déjà aux États-Unis. Et c'est un livre dans lequel donc l'un des personnages est condamné à la prison à vie et frôle la peine de mort, en fait. Et c'est à partir de ce thème de la peine de mort, sans trop déflorer l'intrigue là d'un autre jour, mais c'est à partir de ce thème de la peine de mort ou d'une alternative à la peine de mort que m'est venue l'idée du roman. Donc en fait là, pour le coup, c'est un de mes romans qui en a amené un autre. D'accord. Une idée qui était une idée que j'avais pas exploitée plus que ça dans un livre, mais ça marche souvent comme ça. Il y a des choses qu'on n'exploite pas parce qu'on sortirait trop du fil directeur de l'intrigue, mais on se dit il y a peut-être quelque chose à exploiter là. Je le ferai je réutiliserai ces thématiques dans un autre livre. Alors celui-là, tu l'as pas écrit en 2-3 semaines, j'imagine. Tu l'as écrit en un peu plus de temps. En 5 semaines. Non, un autre jour. Non, il n'a pas été super long. Hein. Il est assez court comme livre. Hein. Et comme il est assez percutant dans l'écriture, qu'il n'y a pas de temps mort, il y a très peu de descriptions, c'est très agréable à écrire aussi, ce genre de livre. Je m'aperçois en fait que avec le temps, j'élague beaucoup plus qu'avant.
Je fais moins de descriptions. Parfois, mes personnages, c'est vraiment 2 lignes pour essayer, voilà, d'évoquer à peu près une silhouette dans l'esprit du lecteur. Mais je coupe beaucoup maintenant dans tout ce qui est descriptif. D'accord. Est-ce qu'on peut lire le premier extrait? Oui. Je le retrouve. C'est le tout début. Oui, d'accord, j'ai ici. Je le passe aussi à l'écran. Voilà. Tu t'appelles Adam Chapman, tu as 41 ans et tu es architecte. Tu es marié depuis 8 ans à Claire, la femme que tu aimes, la seule femme que tu aies jamais aimée. Tu as su dès le premier jour qu'elle était celle avec qui tu passerais le reste de ton existence. Un être, même le plus chanceux des hommes, un être comme même le plus chanceux des hommes n'en rencontre qu'un dans sa vie. Nous sommes le samedi 8 juin 2019. Il est 5h30 du matin. Pour le moment, tu dors. Tu ne le sais pas encore, mais cette journée sera la pire de toute ton existence. L'univers confortable et rassurant que tu t'es construit au fil des ans va s'effondrer comme un château de cartes. Après cette journée, rien ne sera plus comme avant. En quelques secondes, tu vas tout perdre. En quelques secondes, tu deviendras une ombre, un être vide et sans avenir. Tu es prêt, Adam? Bon, t'as le chic pour faire des démarrages qui font que on peut plus poser le bouquin après quand même. Ça, c'est vraiment l'ouverture du livre. Et alors, c'est un passage qui est en italique, on ne sait pas trop qui parle. On ne sait pas qui s'adresse. On pense que c'est le narrateur, évidemment, qui interpelle un peu un de ses personnages. En l'occurrence, c'est pas ça. Et donc, c'est un début assez intriguant. Et là aussi, je l'avais écrit dans l'ordre. Je savais vraiment que je voulais ce passage parce qu'en fait, ce passage est repris presque tel quel dans le dernier chapitre. Donc ça, je trouve que c'est toujours quelque chose d'intéressant de reproduire 2 fois le même passage dans un livre sans rien pratiquement changer et faire en sorte que le point de vue soit différent à la fin. Et que le lecteur... Tu savais du coup que tu allais te servir de ce chapitre et que tu allais le remettre à la fin ou ça t'est venu après l'idée? Alors non, je le savais parce que j'avais déjà vraiment la fin. Je crois que j'avais écrit pour les derniers chapitres, je prends toujours quand même des notes. Je sais qu'il y a des phrases que je veux placer, donc je savais que j'allais mettre en écho les deux passages. J'avais déjà utilisé cette technique dans La femme à droite sur la photo dont tu parlais tout à l'heure, où il y a un premier chapitre qui est vu par une femme, donc un point de vue un peu interne, et à la fin, on retrouve exactement le même chapitre, mais on s'aperçoit que c'était pas la bonne personne qui voyait en fait, que c'était quelqu'un d'autre qui s'était grimé, qui s'était maquillé, enfin qui s'était déguisé. Et donc ça, c'est un procédé que j'aime bien utiliser dans les romans. Donc ça veut dire que tu fais un plan en fait à chaque livre que tu écris. Parce que parfois on a des auteurs qui nous disent ça me vient quand ça me vient. Toi, tu as déjà un plan avec une fin? Alors la fin, je l'ai toujours. Donc je sais toujours d'où je pars, où je vais. J'ai toujours les grandes parties, les grands rebondissements, le début, la fin. Mais après, ce que je ne fais pas du tout systématiquement, et je le fais de moins en moins, c'est que je ne fais pas de synopsis détaillé de chaque histoire. Parce qu'en fait, bon, pour l'avoir déjà fait, je me suis rendu compte que c'était très bien quand on écrivait un roman avec énormément de personnages, mais qu'au final, j'ai éprouvé énormément de difficultés à suivre complètement un chapitrage qu'on aurait fait avant de commencer l'écriture. Parce qu'en fait, il y a trop d'idées qui vous viennent en écrivant. Et puis parfois, quand vous pensez à la structure de votre livre, vous avez l'impression qu'il y a des passages qui vont être très courts ou très longs. Et en écrivant, vous vous rendez compte que ça marche pas comme ça forcément. Mais enfin, pour en avoir discuté avec d'autres écrivains, certains font un chapitrage, mais vraiment à la page près. Ils savent que chaque chapitre fera 9 ou 10 pages. Avant de commencer à écrire, ils savent que leur livre fera 330 pages. Donc ça, moi, ça m'impressionne un peu parce que j'en suis pas capable. Ouais, mais là, on ne laisse plus aucune place à l'imagination et à la spontanéité, non, dans ce cas-là? Non, mais alors ce sont souvent des auteurs qui soit ont déjà fait des scénarios, soit ont travaillé dans l'audiovisuel. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude de structurer énormément les choses à l'avance, comme on le fait un peu au cinéma, parce que je parlais tout à l'heure de l'adaptation d'une vraie famille, c'est vrai qu'au cinéma, on est très, très limité dans les scénarios. On sait qu'il y a un nombre de pages à pas dépasser. Et donc, forcément, ça influence l'écriture. Et ça fait qu'on peut pas faire forcément ce qu'on voudrait, mais qu'il faut vraiment respecter une structure de départ qui est un peu immuable. Caro, c'est bon.
Non, moi, ce qui me rassure, c'est que tu dis que tu as toujours la fin. Parce que c'est vrai que la fin, c'est extrêmement important dans les romans. Et bon, j'ai pas lu, moi, Un autre jour, mais je le lirai. Et dans Qu'à jamais j'oublie, je suis désolée, j'y reviens. Ce que je trouve bien, justement, c'est qu'il y a une fin dans ce livre. Et puis, ce que tu disais aussi tout à l'heure, je voulais rebondir, mais j'ai pas trouvé le créneau, c'était que tu t'es beaucoup documenté pour certains de tes romans. Et je trouve ça très intéressant quand, justement, on nous raconte une histoire et qu'on apprend des choses sur une tranche du passé ou quelque chose qui s'est passé et qu'on ne connaissait pas. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, j'imagine que c'est pas le cas dans Un autre jour, d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas grave. Il faut savoir varier. Oui, alors parce que alors la documentation, c'est très intéressant, mais c'est très, très laborieux. Et du coup, moi, j'évite d'enchaîner 2 romans avec une grosse documentation. Un livre, souvent avec une portée un peu historique, et puis un autre pour lequel j'ai besoin de ne faire aucune recherche. C'est vrai qu'un autre jour, vraiment, j'ai fait aucune recherche parce il y avait là une thématique de la psychiatrie, etc., mais je connaissais, que j'avais déjà exploité dans d'autres romans. Donc, c'est aussi agréable parfois de pouvoir se lancer dans l'écriture sans avoir à passer par de phases de documentation et de pouvoir, voilà, se laisser complètement aller dans la narration, dans l'invention. Donc voilà, je suis pas non plus un spécialiste du thriller historique, c'est très dur à faire quand même. Non, mais c'est pas ce qu'on cherche, mais c'est vrai que si sous couvert de lire une belle histoire, on peut en plus apprendre quelque chose, je trouve que c'est toujours sympa. Donc c'est peut-être le professeur qui parle. Tu n'apprendras rien, Caro. C'est pas grave, ça fait du bien aussi. Est-ce qu'on lirait le deuxième extrait? Pardon, si en tant qu'auteur, tu peux pas enchaîner 2 livres avec un fond historique, je crois qu'en tant que lecteur non plus. On a besoin de varier. Ouais. C'est pour ça que, voilà, tu vois, Caro, tu étais beaucoup dans le noir avant, maintenant tu as envie de passer aussi en litté. Je crois qu'on a Je m'adapte à Valentin, hein, maintenant qu'il écrit du roman. Voilà. Hein. On lit le deuxième extrait? Ouais. Alors, c'était un peu galère pour trouver un deuxième extrait parce que du coup, on peut pas, peut pas trop dévoiler. Du coup, on reste au début également. D'accord. Réponds. Vous êtes bien sur la messagerie de Claire. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais... Putain, s'exclama Adam en mettant fin à l'appel. C'était la 4e fois qu'il essayait de joindre sa femme, mais son portable était visiblement éteint puisque la messagerie s'enclenchait dès la première sonnerie. Les 3 SMS qu'il lui avait fait parvenir en l'espace de 5 minutes n'avaient pas eu plus de succès. Rappelle-moi, Claire, le plus vite possible. Surtout, reste chez tes parents. Ne va pas sur la plage, je t'expliquerai. Ne sors pas, ok? Sous aucun prétexte. Adam plaça son téléphone sur le support du tableau de bord et fit démarrer le moteur de son 4x4. Avant même que le portail du garage ne se soit complètement ouvert, il enclencha la marche arrière et recula, percutant au passage une desserte à outils mal rangée. « Calme-toi, tu n'arriveras strictement à rien si tu commences à paniquer. » Une aube pâle se levait sur la ville. La rue était déserte. Pas âme qui vive sur les trottoirs. Adam eut la brève impression de se trouver dans un vieil épisode de la 4e dimension où un type se réveille un beau matin pour s'apercevoir qu'il est le dernier homme sur Terre. Il donna un coup d'accélérateur et dépassa très vite la limite de vitesse autorisée dans le quartier. Il jeta un regard au tableau de bord, 5h40. Rien n'était encore perdu. Il avait bien réussi à faire le trajet de la maison jusqu'au lac en 1 heure la veille. Quand allait-il donc arrêter de penser la veille, alors qu'à l'évidence, cette journée n'avait pas encore eu lieu? Alors, je me souviens, c'est Gérard Collard qui avait fait un article super élogieux sur Un autre jour. Tu avais été son chouchou des chouchous avec ce livre. Est-ce que tu as eu une autre approche de tes lecteurs par rapport à ce livre précisément ou pas? Est-ce que tu as gagné un lectorat de plus noir? Comment ça s'est passé? Oui, il y a eu je pense qu'il y a des lecteurs qui aiment vraiment le vrai thriller, qui m'ont rejoint sur ce livre-là, qui ne me connaissaient pas forcément avant. Ensuite, je savais que c'était un risque parce que certains acteurs ont vraiment énormément accroché et d'autres, comme c'est un polar tu parlais de science-fiction, alors c'est pas de la science-fiction du tout, mais il y a quelque chose, voilà, il y a un grain de sable dans la mécanique de l'histoire qui fait que la thématique peut un peu surprendre. Donc voilà, c'est un livre un peu plus clivant que les autres, on va dire. Mais tu vois, d'ailleurs, dans l'extrait que j'ai lu, je parle de la 4e dimension. Ça, c'est une grosse influence du temps de mon adolescence, parce que j'adorais cette série, donc la vieille série en noir et blanc, qui reposait sur le concept, en fait, qui est toujours une chute dans chaque histoire. Voilà, dans chaque histoire, il y avait un twist final,
Et ça, c'était une série que j'adorais et qui m'a pas mal influencé dans la manière de construire une histoire, dans la manière de chercher à surprendre le lecteur à la fin. Et donc, un autre jour, je pense que mes 2 derniers, on peut pas imaginer de romans plus éloignés que ça, en fait. Et on parlait de série, moi du coup j'ai pensé à Black Mirror, un des épisodes. Est-ce que toi tu as suivi cette série ou pas du tout? C'est un hasard ou Alors oui, non, j'ai pas vu toutes les saisons. C'est une série que je trouve très très bien faite, il y a des épisodes assez dérangeants, il y a des épisodes un peu politiquement incorrects et c'est quelque chose qu'on voit rarement en fait dans des séries qui se veulent quand même un peu grand public. Bon, pour ceux qui ont vu le premier épisode, par exemple, de la première saison, c'était un scénario complètement dingue, avec le Premier ministre. Bon, c'est un truc vraiment horrible. Donc, ils ont tenté, voilà, quelque chose d'un peu différent, quelque chose de dissonant dans les produits plus mainstream qui se font aujourd'hui. Donc, ouais, c'est une très, très bonne série. En même temps, le premier épisode n'est pas hyper représentatif de toutes les saisons, je trouve. Non. Moi, je les trouve surtout super inégaux. Je trouve qu'il y en a qui sont vraiment top et d'autres, alors vraiment, j'ai pas compris en fait l'engouement. Après, je pense que c'est hyper dur parce qu'à chaque épisode, il se renouvelle, un petit peu comme toi et tes livres en fait. C'est vrai qu'à chacun de tes romans, on part sur quelque chose de complètement différent. Et c'est ce qu'a voulu faire la série. Et c'est vrai que du coup, c'est. Et puis, je pense qu'il y a des épisodes qui parlent plus que d'autres aussi. Ouais, c'est très compliqué ces séries avec une histoire différente à chaque épisode. Donc forcément, ils ont fait des nouveaux épisodes de la 4e dimension. On a exactement le même problème. Il y a des épisodes qui sont pas à la hauteur parce que voilà, l'histoire elle a pas été sans doute assez travaillée ou la thématique on n'accroche pas trop. Donc je pense que c'est très très compliqué à faire de partir sur une idée originale avec de nouveaux personnages à chaque fois. Et un autre jour, il était sorti quand en grand format? 2019. D'accord, ok. Ça veut dire que tu avais eu le temps de rencontrer tes lecteurs en salon pour le présenter, pour échanger avec eux avant toute cette période? Ouais, j'ai eu la chance que le livre puisse quand même vivre sa vie pendant quelques mois. Donc ensuite, de toute façon, moi, j'avais rien prévu comme sortie l'an dernier. Mais bon, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de livres dont la sortie a été repoussée en fait en 2020. Ou alors le pire, c'est les auteurs qui ont sorti leur livre une semaine avant le confinement. Où là, ça a tué complètement la vie de certains livres, parce qu'après, il y a eu en plus, donc quand les librairies ont réouvert, il y a eu plein de best-sellers là qui sont parus en 2 semaines. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils ont un peu étouffé les ventes. Donc, je pense que ça a été très très compliqué pour certains livres qui n'ont pas du tout pu exister l'an dernier. Alors, comment ça se passe pour qu'à jamais j'oublie? Parce que du coup, j'ai vu que tu avais fait quelques dédicaces. Ouais, ça y est, tu as repris. Comment ça se passe le retour au salon, aux dédicaces avec des lecteurs qui viennent te parler en vrai de tes livres? C'est très très sympa. Alors bon, il y a le masque, ça change quand même un peu. Voilà, il n'y a pas le côté forcément super convivial qu'il y a d'habitude, mais c'est vraiment super de rencontrer à nouveau les gens et alors beaucoup de gens qui viennent en fait ont déjà lu le roman. Bon là, je signais avant la fête des mères, donc souvent c'était un cadeau, mais j'ai eu déjà vraiment pas mal de retours sur le livre, de gens qui l'avaient lu, et les retours sont très très bons, donc ça j'étais très content de pouvoir en discuter avec eux. Après, tes lecteurs te suivent, j'ai l'impression, sur tous tes livres. Tu as vraiment un lectorat installé? Je m'en aperçois vraiment dans les salons. Par exemple, à Saint-Maur-en-Poche, tous les ans, voilà, je revois depuis maintenant, mais ça fait presque 10 ans en fait que je revois les mêmes personnes chaque année. Et donc, c'est pas juste faire un salon, c'est retrouver des gens qu'on a déjà vus près d'une dizaine de fois dans sa vie. Et donc ça change un peu. C'est pour ça, je pense qu'il y a des salons qui ont cette atmosphère aussi conviviale et qui sont si particuliers et qu'on a envie de retrouver. C'est parce qu'on sait qu'on va pas à un salon, mais qu'on va en fait retrouver des gens. C'est un vrai rendez-vous avec des gens qui, j'imagine, te racontent peut-être leur vie, qui ont eu des enfants entre-temps, qui ont divorcé, qui ont rencontré quelqu'un. Ça doit être rigolo. Est-ce que tu te souviens des prénoms de tout le monde? Je me souviens quand même de pas mal de prénoms. Cool, mais après, c'est parce que je retrouvais les gens sur les réseaux sociaux, donc ça m'a rafraîchi la mémoire. Mais moi, je me souviens de pas mal de personnes. Mais après, les écrivains, c'est aussi un peu comme des psychanalystes. C'est-à-dire que parfois, les gens vous racontent très, très facilement en fait leur vie.
Et ils le font en général à partir d'un de vos livres. Oui. Moi, je le vois sur tous les livres qui portent sur des secrets de famille. Les gens me disent, ah ben, votre livre m'a touché parce que moi aussi, j'ai découvert à tel âge que mon père n'était pas mon père, etc. Donc, ça rentre vraiment en écho dans la vie des gens. Et j'ai parfois eu des discussions voilà, sur la vie intime des gens et des histoires très, très intéressantes qui auraient pu faire l'objet de romans, d'ailleurs. J'allais dire, ça t'a déjà donné une idée de roman? Ou un début d'idée? Non, pas Ok. non, pas de début d'idée de roman parce que Pas non, parce que encore. comme c'est des thématiques que j'ai déjà beaucoup. Non, pas encore, mais pourquoi pas. Est-ce que tu as réussi à garder le lien du coup pendant tous ces mois avec le Covid où il y avait plus de salon du livre? Est-ce que tu as réussi à échanger avec tes lecteurs sur Instagram peut-être plus que Facebook? Ouais, voilà, bah, c'est surtout Instagram et Facebook qui a permis de garder un peu un lien. Bon, après, ça a ses limites aussi, hein, c'est-à-dire que on voit bien que là, on a besoin de retrouver les gens. Alors malheureusement, il y a encore un mort, on le sait, a été annulé. Ça, c'est vraiment dommage. J'allais dire, Mais qu'est-ce alors, que tu la as Griffe comme Noire date fait. à venir? Ben alors finalement, je vais à la Griffe Noire, puisque Collard a organisé tout le long du mois de mai et juin des signatures. Donc le 19 juin, je crois, je suis à la Griffe Noire. Alors c'est pas des signatures individuelles parce qu'on est plusieurs auteurs. Donc voilà, on est 2, 3, 4 auteurs chaque week-end. Et ça va être sympa. Alors ça sera pas à Saint-Maur-en-Poche, mais malgré tout, je sais déjà qu'il y a pas mal de gens qui vont venir et je Tu pense sais que avec ça qui devrait tu être très, très dédicaces ce jour-là? bien. Je sais qu'il y a Irène Frein. Ok, Donc, et deux autres personnes, là, mais je sais plus. d'accord. Mais c'est bien aussi de pas être tout seul. Je trouve que ça, Oui. pour ça, ouais, en général, je préfère les salons ou librairies, par exemple. Les librairies, c'est bien parce qu'on peut vraiment discuter avec les lecteurs, etc. Mais pour le côté vraiment festif, c'est quand même mieux les salons, c'est sûr. Donc là, petite dédicace à la Griffe Noire. Et après, est-ce que tu as des salons prévus sur l'automne Oui, ouais, après, il y a beaucoup de salons dans ma région. Il y a le salon de Nice. Il y a le salon de Montsartou, qui est un Mais très, le très bon salon de salon. Nice, pardon, du coup, il est décalé, non? D'habitude, c'est au mois de juin? Ouais, il a été décalé en fin septembre. Ok. Donc Nice a lieu, a priori. Montsartou, qui est un très très bon salon. Hein, je Ouais. conseille à ceux qui peuvent y aller parce que c'est un super salon. Il y a énormément d'auteurs, une très bonne ambiance. Alors, j'allais J'aime- dire, je sais que c'est le salon où on voit aussi Clarisse Sabat. Donc, je lui passe un petit coucou. Oui, ouais, mais j'ai souvent on est souvent à côté Ouais. parce qu'on Elle connaît m'a dit que bien le c'était sa libraire prochaine et donc lecture. on est Et souvent à puis, la elle même t'a fait table. un petit clin d'œil dans son avant-dernier livre. Je te l'avais envoyé, mais tu as pareil, il y a un de tes livres qui apparaît et ton nom qui est cité. Oui, c'est vrai. Ouais, exact. Ouais, tu m'avais envoyé ça. Ouais. Exact. Et est-ce qu'il y a un salon à hier? Parce qu'il y a un salon. Oui, il y a un salon à hier qui est au mois de mai ou de juin, a priori, chaque année. Alors cette année, je n'ai eu aucune nouvelle, donc je ne sais pas si quelqu'un est au courant. D'habitude, c'est au mois de juin. Hein. Ouais, c'est au mois de juin. Donc, Bon, si mais on ça veut veut te dire. voir, il faut descendre sur la côte en septembre, c'est ça? Mais non, je vais à Paris. Mais oui, moi, je Bah oui, travaille en ce juin. samedi-là. Tu fais exprès, Valentin. Oui, oui, Bon, donc c'est Et des moi, projets, des projets joyeux à venir quand même. Le retour Ouais, des ouais. dédicaces. Ouais, exactement. J'avais une question sur tes titres, Valentin. Oui. Comment tu choisis tes titres? Est-ce que tu les as au démarrage du livre? Est-ce qu'ils te viennent pendant l'écriture? Qu'à jamais j'oublie, ça a un rapport avec la citation qui est en exergue du roman. Oui. Comment Alors, ça en te vient? général, 9 fois sur 10, j'ai le titre au début. Ok. C'est-à-dire que quand je commence à écrire, j'ai le titre. Donc, à jamais j'oublie, je l'avais parce que, comme tu l'as dit, c'est une citation de Rimbaud, c'est un poème que j'aime bien. Donc, je savais que je voulais l'utiliser. Un autre jour, j'avais le titre depuis le début. Alors, il y a eu peut-être deux romans où, par exemple, Sans faille, on a énormément galéré à trouver un titre. Et là, mon éditeur m'avait aidé. Et l'autre titre que je n'avais pas tout à fait, c'était Dernier été pour Lisa. Le premier titre, c'était Dernier été à Black Hawk, mais ce qui était le nom de la ville imaginaire. Et en fait, comme ça disait rien à personne, cette ville. Alors, il y a bien une Black Hawk quelque part, je sais plus où, aux États-Unis, mais c'était vraiment trop obscur, donc on avait envie d'incarner avec un vrai personnage, Lisa. Mais en règle générale, j'ai toujours le titre dès le départ, et c'est vraiment, c'est pas anecdotique le titre, très très important.
pour se plonger dans un livre, pour se plonger dans une atmosphère et avoir, quand on ouvre son fichier sur l'ordinateur, quand on n'a pas de titre et qu'on a un point d'interrogation, c'est pas super sympa de se mettre au travail. Donc j'aime bien avoir le titre au départ. Oui. Le dernier, en tout cas, il est superbe, je trouve. Enfin, je ne les ai pas tous lus, moi, mais je t'avais découvert avec La Ronde des Innocents, que j'avais aussi beaucoup aimé. Le titre est extra. Et Qu'à jamais j'oublie, je me souviens que tu nous en avais parlé quand on avait fait l'apéro spécial Saint-Valentin. Voilà, absolument. Exact. Et c'est vrai que du coup, on attendait de voir ce qu'il y avait derrière. Et franchement, ça va très, très bien avec l'histoire. Oui. Généralement, le teste un peu le titre, hein, c'est-à-dire que vraiment, je demande aux gens autour de moi, est-ce que ça vous semble un titre? Moi, j'étais un peu gêné au début par la sonorité. Il n'y a qu'un test à faire, Valentin, c'est de contacter Caro, puisqu'avec Caro, généralement, on veut changer les titres quand ils ne sont pas bons. Donc, si on ne veut pas les changer, c'est qu'ils sont bons. C'est bon, on valide. Ok. Non, mais c'est bien de demander, d'avoir des retours sur les titres et pareil sur les couvertures. Je pense que... Alors, justement, la couverture, qu'en penses-tu? J'en pense que c'est moi qui l'ai choisi, donc... Non, la couverture... C'est pas le cas pour chaque auteur. Parfois, il y a des auteurs qui n'aiment pas forcément leur couverture, qui la leur est imposée. Donc, toi, c'est toi qui l'as choisi. Alors oui, mais j'avais la couverture au début de l'écriture. Alors ça, par contre, c'est très très rare. En général, on n'a pas la couverture au départ parce que la couverture, c'est l'éditeur qui vraiment fait des propositions. Mais j'avais trouvé cette image qui me plaisait beaucoup, que j'avais montré à mon éditeur. Il avait trouvé ça bien et donc on l'avait gardé. Et là aussi, les couvertures, moi, j'essaie de tester quand on hésite entre plusieurs visuels, je montre un peu autour de moi pour avoir des retours. Et c'est vraiment très, très utile ça, parce que quand on est le nez dans le roman, le nez dans son histoire depuis un an, on n'a pas forcément le recul pour savoir si la couverture est en accord avec le livre et si ça reflète vraiment l'histoire. Alors souvent, en plus, les couvertures poche changent par rapport à tes couvertures grand format. Est-ce que du coup, on te propose également les nouvelles couvertures poche ou... Oui, absolument. Alors les couvertures poche, aujourd'hui, ce qu'on fait en général dans l'édition, c'est que les couvertures poche sont plus graphiques, plus colorées que le grand format. Donc on peut, sur le poche, les éditeurs peuvent prendre des risques qu'ils ne prennent pas sur le grand format. Alors pour l'anecdote, sur un autre jour, donc au départ, c'était pas du tout cette couverture. C'était un réveil en fait. C'était le dessin d'un réveil qui vibrait. Alors moi, je la trouvais bien. Tout le monde avait validé. Et là, pour le coup, ça avait un peu bloqué au niveau des représentants, donc les représentants libraires, etc., qui trouvaient que la couverture était un peu trop naïve, un peu trop simpliste, et ils avaient un peu bloqué. Et là, du coup, là aussi, moi, ce sont des avis que j'écoute beaucoup. J'écoute l'avis de l'éditeur, mais aussi des professionnels, des libraires, etc., des représentants. Et donc, on avait changé la couverture et on avait essayé de trouver quelque chose qui était un peu peut-être une couverture un peu plus intrigante avec cet homme qui tombe avec cette horloge derrière en spirale. Donc parfois on change un peu au dernier moment, quoi. Ça peut arriver. Alors justement, on avait 2 exemplaires d'un autre jour à faire gagner. J'avais posé 2 questions. C'était le métier de ta maman. Je donne la réponse ? Ouais. Alors elle était bibliothécaire. Et donc là, j'avoue que Pauline a dégainé en 2 secondes, donc je fais gagner à Pauline un autre jeu. Pauline, j'avais à peine envoyé la question que j'avais déjà la réponse. Et puis l'autre question, du coup, tu veux la dire? C'était assez rigolo. Ah oui, alors est-ce que je l'ai en tête? Qu'est-ce que vous évoquent les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru? Voilà, donc la réponse c'était... on connaît la chanson. Voilà, le film, on connaît la chanson, c'était la thèse que faisait Agnès Jaoui. Et du coup, c'est Carole Bully qui m'a donné la bonne réponse. Ouais. Et du coup, je le fais gagner. Elle ne pouvait pas être là ce soir, mais du coup, je vais lui envoyer. Voilà, donc pour les 2 gagnantes. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Nous, on se retrouve du coup dans 15 jours. On fait un double apéro des carreaux avec Amélie Antoine et Solène Bakowski. Et puis, merci beaucoup, Valentin, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Ouais, mais moi aussi, merci beaucoup. C'était super. Voilà, donc merci Valentin. Ah oui, et juste, donc du coup, on n'en a pas parlé du coup. Ah oui. Mais il y a Toucher le Noir qui sort demain, qui est un recueil de nouvelles sur l'idée d'Yvan Fosse, qui est donc blogueur. Et donc, Valentin, tu fais ta première apparition dans son recueil.
Est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot? À la base, moi, je suis pas du tout nouvelle. Faut dire la vérité, c'est pas un genre dans lequel je suis très à l'aise. J'avais déjà écrit une nouvelle pour la Griffe Noire justement. Ah oui, pour les 30, 20 ans, 30 ans. Ouais, pour les 20 ans ou 30 ans, ouais, ça m'avait beaucoup amusé. Et là, alors c'était amusant aussi parce qu'il y avait un thème imposé, donc c'était assez restrictif. Et j'ai essayé de faire une nouvelle qui est très éloignée de ce que je fais d'habitude en fait. C'est un texte à la fois tragique et comique. Plus tragique que comique quand même, non? Ouais, mais un peu comique par certains aspects, quoi. Bon, je dis pas ce que c'est, non, mais c'est un texte en plus c'est une histoire qui est racontée à rebours. Donc on part du drame et on remonte jusqu'aux origines de ce drame. Donc ça t'a bien plu, l'exercice de la nouvelle? Oui, ça m'a bien plu. Après, c'est un vrai travail, Même, c'est très court, mais ça demande un vrai boulot. C'est-à-dire, même quand on écrit 15 pages, ça demande beaucoup plus de travail que quand on écrit 15 pages de roman. Donc, c'est un exercice qui est très, très exigeant, mais qui est amusant à faire de temps en temps. Ouais, je me suis beaucoup amusé à le faire. Alors voilà, demain dans toutes les librairies, donc vous avez Valentin, vous avez également Franck Tillier qui a coécrit un texte avec Laurence Calais, Solène Bakowski, Maud Mailleras, Benoît Philippon, voilà. Tu nous le remontes, Caro? Ouais. Donc voilà. Attends, il faut que ça fasse la mise au point. Voilà, excellent. Toucher le noir, donc c'est aux éditions Belfond. Merci beaucoup. Voilà, mille merci. À bientôt, Valentin. On n'a pas fait une photo de fin.